mon propos s'organisera en 2 grandes parties. D'abord, je ferai une, tentative de définition de l'orléanisme et puis je vous présenterai ensuite dans une deuxième partie, l'argumentation, des orléanistes, leur justification de leur choix dynastique, afin de vous démontrer, toute la fausseté, de cette idéologie, et son caractère absolument pernicieux. Voilà. Alors tout d'abord, il faut définir, hein, ce terme d'orléanisme et une bonne définition, ça commence toujours par, la recherche de la première occurrence du terme en question. Alors quand on fait des petites recherches, on trouve surtout des auteurs qui nous expliquent que le terme n'est jamais employé avant 1830 et que, c'est donc un terme qui apparaît à partir du moment où Louis-Philippe Ier serait devenu roi des Français. En réalité, une bonne recherche montre que dès 1796, dans un journal, révolutionnaire qui s'appelle le Journal des Patriotes, le terme orléaniste et orléanisme les 2 termes sont sont tous les 2 utilisés et ils sont utilisés d'une manière assez amusante puisque dès cette première occurrence, ils s'appliquent non pas à des royalistes, mais à des révolutionnaires. Des révolutionnaires qui sont, alors a priori, en difficulté, auprès de révolutionnaires plus avancés, qui voudraient bien se débarrasser d'eux après les journées de Vendémiaire, c'est-à-dire celles où Napoléon fit tirer au canon sur la foule parisienne royaliste. Donc ces prétendus orléanistes reçoivent cette appellation non pas parce qu'ils sont réellement orléanistes, mais pour les flétrir. Donc tout est dit, déjà dès la première occurrence, on a affaire à des républicains et des gens flétris ou qu'on cherche à flétrir d'une manière ignominieuse en les traitant d'orléanistes. Donc ça va être un peu ce qu'on va retrouver toujours. Alors, le terme lui-même, qu'est-ce que c'est finalement? Dans une définition simple, ce serait donc la doctrine des partisans des princes de la famille d'Orléans pour l'accession au trône de France par opposition à celle de la branche légitime des Bourbons. Donc ça, c'est la définition d'origine. Ensuite, ça peut aussi être la définition du système politique que veulent établir ces princes d'Orléans. Et enfin, troisième définition, la plus courante aujourd'hui, puisque l'action des princes d'Orléans étant ce qu'elle est actuellement, peu de gens se réclament des 2 premières définitions. Donc la troisième définition, ce serait une droite libérale, libérale en tout cas au niveau économique, qui va se présenter parfois sous des aspects conservateurs au niveau social, et aussi parfois sous des aspects progressistes. Donc c'est un mélange de la chèvre et du chou, encore une fois. Alors cet orléanisme a des antécédents. La chose existait avant le mot. On peut distinguer une faction d'Orléans vraiment embêtante pour la monarchie française à partir de la fin du règne de Louis XIV avec le régent, donc Philippe d'Orléans. Mais dès avant cette période-là, la plupart des princes du sang qui ont reçu le titre de duc d'Orléans ont été embêtants, disons, pour leurs frères ou leurs cousins royaux et n'ont jamais cessé réellement de comploter pour essayer de leur prendre la place. Alors j'ai à ce propos une citation que je vais vous lire in extenso parce que je la trouve très, comment dire, très révélatrice. C'est de Jacques Crétineau-Joly, donc un historien légitimiste dans l'histoire de Louis-Philippe d'Orléans et de l'orléanisme, un texte qui date de 1866 et qui nous dit: à partir du XIVe siècle, les rois de France prirent l'habitude de donner à leur fils puiné le titre de duc d'Orléans. Et par une fatalité que les historiens n'ont pas assez fait ressortir, ce titre a toujours été aussi funeste à la maison régnante qu'au pays lui-même. Tous les princes qui portèrent le nom de duc d'Orléans sont marqués d'un sceau particulier. Qu'ils appartiennent aux Valois-Angoulême ou aux Bourbons, la différence d'origine ne modifie point leur caractère et leur mauvais génie.
nés sur les marches du trône et le convoitant toutes les fois qu'ils peuvent souffler sur le royaume l'esprit de désordre et d'anarchie, ils n'apparaissent dans les troubles civils que comme d'infatigables séditieux. Dans les guerres au dehors, ce sont de timides satellites de l'étranger. Ils penchent d'instinct vers la révolution. C'est par l'orléanisme qu'elle commence, c'est par l'orléanisme qu'elle se perpétue. Car ainsi que parle Bossuet, il n'est pas arrivé de grand changement qui n'ait eu ses causes dans les siècles précédents. Et ce n'est point un individu ou un rameau isolé de diverses branches royales célèbres sous la dénomination de duc d'Orléans que cette fatalité semblera s'attacher. Elle est l'apanage de tous. Elle leur crée à tous un privilège de mécontentement intérieur ou de révolte patente. Quand ils ne peuvent conspirer à ciel découvert, ils essaient de trahir à porte close. Si dans cette longue lignée de princes, il s'en trouve par hasard quelques-uns doués de certaines vertus négatives, ne vous étonnez pas de les voir par là même dénués de toute espèce de talent. C'est à ce prix qu'ils eurent la rare prérogative d'annihiler le vice inhérent à leur nom. Voilà. Et ensuite, il nous explique que le nom d'Orléans se dégage avec de lugubres images, d'implacables ambitions et d'incessants complots. C'est le résumé de nos guerres civiles, l'explication de nos discordes nationales, l'appendice de la Révolution. Voilà donc une définition assez dure, certes partisane, car comme je l'ai précisé, Crétino-Joly est légitimiste, mais elle résume assez bien ce qu'on va pouvoir expliquer par la suite. Alors, ça, c'était donc pour les antécédents de l'orléanisme. On va plutôt, dans ces périodes du XVIIIe siècle, avant la Révolution, parler de faction d'Orléans. Et cette faction d'Orléans, comme on le sait, va être très agissante en 1789, au début de la Révolution. On sait que par des complots, hein, il n'y a pas d'autres termes mieux choisis, les partisans du duc d'Orléans de l'époque, donc celui qui se fera funestement connaître ensuite sous le nom de Philippe Égalité, donc ces partisans font partie des agitateurs qui vont lancer l'assaut contre la Bastille. Ils sont aussi de ceux qui, enfin, ils sont plus que d'être de ceux, ils sont à l'origine même des journées des 5 et 6 octobre 1789, c'est-à-dire quand la foule parisienne va attaquer le palais de Versailles et obliger Louis XVI à venir s'établir à Paris, aux Tuileries. Et même antérieurement encore, au moment de la rédaction des cahiers de doléances, on a pu démontrer, c'est Augustin Cochin, un autre historien royaliste et en particulier légitimiste qui a été tué pendant la Première Guerre mondiale, il a démontré que les cahiers de doléances étaient souvent rédigés de la même manière et qu'en réalité, beaucoup provenaient des officines des partisans de cette faction d'Orléans, qui les ont envoyés aux sociétés de pensée établies un petit peu partout en France, dans le but d'aider à la rédaction des cahiers de doléances. Mais une aide, bien entendu, tournée dans le sens qui convenait à cette faction. Donc voilà pour les antécédents. Pour la période post-révolutionnaire, bon, on sait que les 5 et 6 octobre 1789, par exemple, le duc d'Orléans aurait bien aimé que le roi et le dauphin soient tués lors de l'assaut contre le château de Versailles. Ils ne s'inquiétaient pas vraiment du comte de Provence, le futur Louis XVIII. Ils estimaient qu'il serait facile à mettre de côté pour établir un Philippe VII en la personne de ce duc d'Orléans. Ça, on le sait parce que son principal affidé était Choderlos de Laclos, tristement célèbre pour avoir rédigé les liaisons dangereuses. Et Choderlos de Laclos, tel un amoureux éconduit, écrira une lettre quelques années plus tard au duc d'Orléans en lui reprochant de l'avoir mis de côté, de n'avoir pas suivi ses conseils et de ne plus le soutenir, où il avoue le crime finalement et les objectifs réels de cet assaut. Donc, après cela, on sait aussi, hein, Philippe Égalité va voter la mort de Louis XVI, c'est un des régicides.
Son fils, le général Égalité, futur Louis-Philippe Ier, va participer aux batailles de Valmy et Jemmapes. Il s'en vantera d'ailleurs longtemps et rapidement, il va être obligé de fuir la France, de se retrouver en exil à son tour et même dans l'exil, il va continuer, comment dire? Pas à comploter, mais en tout cas à marquer sa différence avec les princes de la branche aînée, le régent d'abord, puis roi titulaire Louis XVIII, le comte d'Artois, son frère futur Charles X, et les enfants de ce frère, le futur Louis XIX et le regretté duc de Berry. Ces complots, enfin ces complots, cette attitude de Louis-Philippe va l'amener à chercher à devenir roi. Alors roi de quoi? Il ne le sait pas bien, on le propose pour l'Espagne, il se propose même à un moment, pourquoi pas d'épouser la fille du régent anglais, le futur George IV, qui a une seule fille, s'appelle Charlotte. Elle aurait dû être reine, mais elle est morte des suites d'un accouchement difficile où l'enfant n'a pas survécu. Et elle était à marier, donc ça pouvait l'intéresser aussi. Alors elle épousera le futur Léopold Ier de Belgique plus tard. Donc Louis-Philippe était un peu trop âgé quand même et ça n'a pas marché. Il se propose aussi pour devenir roi d'Espagne. Enfin, il y a eu plusieurs tentatives comme ça, ou voire carrément remplacer celui qui finira par être son beau-père, Ferdinand Ier des deux Siciles. Puis, bien entendu, le morceau de choix étant la France, il complote aussi pas mal avec les Anglais en particulier pour passer au-dessus des princes légitimes et au cas où Napoléon viendrait à être chassé de son trône, prendre sa place tout simplement. Donc on a plusieurs occurrences de ça, et même, je parle de Napoléon, mais même précédemment, hein, quand la République est sur la fin, l'époque du Directoire, la candidature du duc d'Orléans est toujours là. Il est candidat à tout finalement. C'est un peu une des marques de l'orléanisme. Alors, pendant la Restauration, forcément, alors, je parle de la seconde Restauration, bien sûr, parce que au 100 jours, les mêmes ambitions sont revenues, mais disons que sous la seconde Restauration, les ambitions du duc d'Orléans, Louis-Philippe, sont un peu en pause. En tout cas, il ne montre rien. Il ne dit pas grand-chose non plus pendant toute cette période des ambitions qu'il travaille, mais des gens de sa faction finalement travaillent pour lui, et on sait qu'il espère à chaque fois profiter des faux pas ou supposés faux pas des rois légitimes pour avancer vers le trône. Et quand ce n'est pas des faux pas qu'il cherche à profiter, c'est des malheurs. Vous devez tous avoir lu les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, en tout cas le passage sur l'assassinat du duc de Berry, où Chateaubriand rentre dans l'antichambre qui précède je n'ose pas vraiment dire la chambre, parce que c'est pas tout à fait ça, mais la pièce où le duc de Berry gît poignardé, entouré des siens et d'une cour nombreuse. Chateaubriand entre, il croise Louis-Philippe, qui sort à ce moment-là, et aussitôt que la porte s'est refermée derrière Louis-Philippe, son visage s'est illuminé d'un grand sourire que Chateaubriand a eu le temps de voir, et sourire qui s'est refermé aussitôt que Louis-Philippe a reconnu le fameux Chateaubriand. On, on, on suppose, on sait, on ne va pas rentrer dans des détails sordides, on sait que l'assassinat n'a pas été motivé par la faction d'Orléans, hein, bien entendu, mais en tout cas, il lui profite, et Louis-Philippe le savait bien, il imaginait que ça le rapprocherait du trône. Ce qui m'amènera tout à l'heure à donner des explications sur le fait que Louis-Philippe pouvait y croire à l'époque, alors que beaucoup de gens, déjà dès 1820, lui rappelaient qu'il y avait toute une branche avant la sienne, celle qui descend du duc d'Anjou depuis Philippe V d'Espagne, bien sûr. Alors, à partir de 1830,
l'orléanisme est au pouvoir. Alors, comment est-il vu par ses partisans? Alors, je vais vous donner quelques petites définitions de l'époque et de partisans de l'orléanisme. Alors, le premier, qui me paraît, qui me paraît une belle définition, qui montre un peu les ambitions de Louis-Philippe et de l'orléanisme, c'est de Jules Janin. Alors c'est un auteur qui était très connu à l'époque, hein, il écrivait dans des journaux, il a écrit des romans, et il est très très orléaniste, et dans un texte qui s'appelle Un hiver à Paris, qui date de 1843, il nous dit « Ce roi, donc Louis-Philippe, est à la fois le petit-fils de Saint-Louis et le descendant direct de la Révolution française. Il tient également à la noble race de Robert le Fort et à la Constitution de 1789. » C'est celle de 1791 en réalité, mais on comprend bien où il veut en venir. Donc on voit déjà clairement ce qu'est l'orléanisme, c'est-à-dire un compromis qui est en réalité une compromission entre la tradition royale, la royauté capétienne traditionnelle, et la Révolution. Donc comment dire, cette définition, c'est celle qu'on va retrouver toujours. Hein, et selon ses partisans, c'est ça qu'est l'orléanisme. La première définition, même si elle ne se voulait sans doute pas telle, c'est celle que, à la fin des Trois Glorieuses, Lafayette pour certains et un autre auteur pour d'autres, mais la tradition l'attribue à Lafayette. C'est la définition que fait Lafayette en embrassant le duc d'Orléans Louis-Philippe sur le balcon de l'hôtel de ville à Paris. Il nous dit « Le duc d'Orléans, c'est la meilleure des républiques ». Donc on voit encore ce mélange des genres, ce mélange entre la Révolution, dont la forme institutionnelle est la République, et, donc la tradition, mais une tradition bien sûr dévoyée, puisque à la même époque, toujours selon les partisans du duc d'Orléans devenu Louis-Philippe, celui-ci bénéficierait d'une quasi-légitimité. Alors c'est un terme assez intéressant qui a fait grand débat à l'époque. Qu'est-ce que c'est qu'une quasi-légitimité? Soit on est légitime, soit on ne l'est pas, mais être quasi-légitime, ça n'existe pas. Donc cette idée de quasi-légitimité, c'était pour justifier l'accession au trône de Louis-Philippe. Après tout, il appartient à la race de nos rois, donc à la race de Saint-Louis et de Robert le Fort. Mais d'un autre côté, oui, effectivement, c'est un fils de la Révolution. Déjà, c'est le fils de son père, hein, donc d'un régicide conventionnel. Il a participé au combat des débuts de la République, hein, Valmy, Jemmapes. Il a porté le drapeau tricolore, donc il peut faire euh, le compromis entre deux, c'est-à-dire deux traditions, une réelle et une révolutionnaire. Donc c'est un peu cette idée que vont développer donc ces partisans. Alors, disons que ça c'est pour la forme, pour expliquer la légitimité ou la quasi-légitimité de son accession au pouvoir. Maintenant, dans le fond, qu'est-ce que l'orléanisme à l'époque? Donc alors, il se présente comme un centrisme qui, au tout début, jusqu'en 1831, va avoir en son sein deux factions. Même, on ne peut pas vraiment parler de factions parce que l'opposition n'est pas violente entre eux, elle n'est pas, même au niveau parlementaire, c'est pas une opposition dramatiquement forte, mais il y a un conflit à l'intérieur de l'orléanisme entre ceux qui sont socialement conservateurs, qui vont se regrouper autour de Guizot en particulier, et ceux qui sont, alors nous on dirait progressistes, eux ils disaient qu'ils étaient plus avancés. Mais bon, c'est une idée de progressisme. Donc des gens, alors ça ne va pas être un progressisme sociétal aussi malheureux que celui qu'on peut voir de nos jours. C'est un progressisme qui a pour idée, par exemple, d'accorder le suffrage universel, ou en tout cas de baisser le sens beaucoup plus fortement que ce qu'il avait été baissé après 1830. Donc il va y avoir conflit entre ces deux factions. Alors cette deuxième faction, elle est représentée plutôt par Casimir Perier.
Le conflit va se résoudre au profit des conservateurs qui, qui sont plutôt en accord avec le fait que le roi des Français, Louis-Philippe, conserve aussi un pouvoir important. La maxime principale des progressistes, c'est le roi règne mais ne gouverne pas, hein, trouvée par Thiers, qui après 1832 succédera à la tête de cette faction à Casimir Périer, mort du choléra. Donc il y a un conflit entre ces deux-là. Ils arrivent à s'arranger. Parfois même Thiers sera chef du gouvernement, hein, de Louis-Philippe. Parfois, il sera leader de ce qu'on appelle à l'époque l'opposition dynastique, donc des gens qui n'ont pas de problème avec le fait que le duc d'Orléans soit en place en tant que roi, mais qui voudraient aller plus loin vers les idées de la Révolution. Donc encore une fois, ce sont des choses que l'on va retrouver à toute époque, hein, cette volonté de montrer qu'on est du côté de la Révolution, tout en essayant de garder des éléments qui sont comment dire, qui relève plutôt du légitimisme, un roi qui a un vrai pouvoir, une légitimité déjà, des choses de ce genre. Alors selon ses détracteurs, par contre, l'orléanisme, c'est bien entendu ce qu'on peut imaginer de pire. Alors les détracteurs peuvent être à la fois des légitimistes, mais ça peut être aussi, comment dire, des républicains parfois qui voient bien que l'orléanisme joue sur leur terrain, le terrain de la Révolution. Alors, je vais vous trouver quelques petites citations pour vous montrer ce que c'est que cet orléanisme selon nos anciens. Hop. Seconde. Alors, par exemple, là, on a Jules Delmas, donc comment dire, un journaliste légitimiste, dans un journal qui s'appelle Le Droit monarchique, qui date de 1884, donc on est juste après la mort du comte de Chambord, qui nous parle de Philippe Égalité et de l'orléanisme. Donc Philippe Égalité, méprisé de tous, il était devenu un objet d'horreur pour la nation. On ne put songer à l'élever au trône à cause de son indignité et on décréta la République. C'était la conséquence de l'orléanisme. Il devait en être de même dans l'avenir. Nous avons vu la Seconde République sortir des cendres de l'orléanisme. Nous avons vu le gouvernement de l'ordre moral préparer la Troisième République. L'orléanisme, c'est la Révolution. Il sait s'accommoder de tous les régimes révolutionnaires, il les exploite toujours dans l'intérêt de sa cause infernale. Donc voilà ce qu'est l'orléanisme pour ses détracteurs légitimistes, une fausse monarchie qui prépare la République, qui joue sur le terrain de la Révolution, qui cherche à exploiter la Révolution dans son propre intérêt et qui en général n'y arrive pas, puisqu'à chaque fois, ça finit en République. Alors, à ce propos, une idée plus récente, hein, d'un grand légitimiste du XXe siècle, Guy Auger, dont je vous recommande la lecture. Guy Auger nous explique que le compromis de la quasi-légitimité que l'orléanisme a incarné dans un moment de notre histoire et qu'il a encore vocation à proposer n'est pas convaincant, même s'il n'est pas nécessairement ignoble ou vulgaire comme des excès polémiques ont pu le faire dire, des excès polémiques étant ceux du XIXe siècle. Il n'est qu'une transition que l'on abandonne sans regret une fois son rôle épuisé. En soi, il n'offre aucune solution et de surcroît, son rôle circonstanciel est aujourd'hui achevé. Donc voilà ce qu'est l'orléanisme en gros pour les légitimistes. D'un côté, une idéologie révolutionnaire satanique, ou quasiment, et de l'autre, quand on veut éviter ce genre d'excès, de toute façon, ça reste toujours une idéologie révolutionnaire, une quasi-république, mais une forme de transition qui est vouée à l'échec, qui a déjà échoué et qui ne nous mènera à rien. Donc c'est l'idée. Alors vu de l'extérieur maintenant, euh, bah, des gens qui n'ont pas d'intérêt véritable dans la polémique entre légitimistes et orléanistes vont
en fait avoir une idée une définition assez proche de la chose. Par exemple, Metternich, qui était chancelier autrichien au moment de la Révolution de 1830, va, dans ses mémoires qui vont être publiés en 1882, il évoque la monarchie de Juillet. Il nous dit: le trône du 9 août, donc celui de Louis-Philippe, s'est élevé à la place de celui qui était tombé. Est-il dans de bonnes conditions de vitalité? Certainement non. D'un côté, il lui manque l'autorité des suffrages populaires, sur lesquels se sont appuyées toutes les formes de gouvernement qui ont existé entre 1792 et 1800. De l'autre côté, l'appui tout-puissant du droit historique, sur lequel reposait le trône restauré, lui fait défaut. De la République, il n'a pas la force populaire, quelque brutale soit cette force. De l'Empire, il n'a pas la gloire militaire, le génie et le bras de Napoléon. Des Bourbons, il n'a pas l'appui de la légitimité. Il en résulte une situation marquée au coin de ses défauts, exactement comme celle de Napoléon était caractérisée par la conquête et celle des Bourbons par le droit de la naissance. Le trône de 1830 est quelque chose d'hybride. L'histoire se chargera de montrer sa faiblesse. Chaque fois que le roi des Français cherche à se rapprocher de la droite, elle lui ferme ses rangs. Il ne peut pas se rapprocher de la gauche sans se perdre. De cette manière, condamné à flotter entre deux réalités, la monarchie et la République, Louis-Philippe se trouve dans le vide, car le mensonge, c'est le vide. Une difficulté insurmontable pour le roi résulte de la nécessité où il s'est mis de vivre dans les conditions de la mort. Donc on voit, alors, forcément, Metternich étant très légitimiste lui-même, même si c'est un légitimisme plutôt international, disons, pas un légitimisme purement français, il ne peut pas apprécier ce qu'est la monarchie de Juillet, mais la définition qu'il en donne est assez clairvoyante. Et on retrouve les mêmes éléments, ce manque de légitimité et cette compromission avec la Révolution, compromission qui l'entraîne à toujours aller plus loin dans la Révolution, donc à s'éloigner de sa droite, sans pour autant se rapprocher de la gauche qui ne veut pas du duc d'Orléans, mais bien d'une république. Donc en quelque sorte, dès 1830, il voit venir la chute de l'orléanisme en 1848. Alors pour ce qui est maintenant des définitions plus contemporaines, l'orléanisme, dans la définition qu'on lui donne aujourd'hui, qui serait celle d'une droite plutôt libérale, il est défini comme ça en 1954 par René Raymond, donc un historien de la vie politique française en particulier, dans un ouvrage qui s'appelle Les droites en France. Alors il distingue trois droites, une droite qui serait légitimiste, une droite orléaniste et une droite bonapartiste. Alors bien qu'il reprenne les termes que nous employons pour définir les partisans de la branche des Bourbons, de la branche d'Orléans ou des Bonaparte, lui, en fait, il n'a pas une vision dynastique des choses et il voit une filiation politique en réalité qui fait qu'à partir de 1815 et la chute de Napoléon, trois types de droites s'installent dans notre pays. Et il est vrai qu'on peut les retrouver. Une droite qui s'appuie plutôt sur la légitimité, mais alors maintenant, il n'est plus forcément question de la légitimité telle que nous la concevons en tant que légitimiste, mais d'une légitimité qui serait plus une légitimité d'exercice ou une légitimité de la France elle-même et non plus d'une famille ou même des droits de Dieu en particulier. Voilà, l'orléanisme sur lequel je vais revenir, et le bonapartisme qui serait en réalité une droite populiste s'appuyant sur la volonté populaire, le plébiscite, donc le référendum aujourd'hui en particulier. Alors, pour ce qui est de l'orléanisme, comme je l'ai dit, hein, il définit ça comme une droite molle finalement, qui a souvent le pouvoir sous la troisième, voire la quatrième, une partie de la quatrième République. Il place dans le camp de cette droite molle des gens comme Poincaré, par exemple, comme comment dire, Doumergue aussi, qui lui succède à la tête de l'État, puis un peu plus tard du gouvernement. Il y a une transition à chaque fois entre les deux, mais ils se suivent sur ces postes-là. Voilà. Alors,
il se trouve que René Raymond est décédé alors dans les années, début des années 2000, il me semble. Donc il a eu le temps, c'était sa thèse, hein, les droites en France, il a eu le temps de rééditer son ouvrage et de le revoir à plusieurs reprises. Et en particulier, dans les années 90, une édition où dans la préface, il explique qu'il est assez content de ce qu'il a pu déterminer comme type de droite, puisque la Ve République, qui en 1954 n'était même pas dans les limbes, va lui permettre de voir sa théorie en œuvre. Il distingue une droite plutôt légitimiste chez ce qu'il appelle l'extrême droite, ce qui devient le Front National puis le RN. Il voit une droite bonapartiste dans le gaullisme, qui effectivement s'appuie sur un lien entre le chef, hein, De Gaulle au départ, et la population via des référendums, qui sont des plébiscites en réalité à l'époque de Gaulle, et une droite orléaniste qui pour lui est incarnée plutôt par Giscard, donc la période 74-81. Si René Raymond avait vécu jusqu'à nos jours, il reverrait à nouveau sans doute le triomphe de l'orléanisme avec Macron et sa réélection. Parce que c'est effectivement dans cette filiation de pseudo-droite finalement orléaniste que le président français actuel peut se fondre finalement. Pour nous légitimistes, cette Ve République, on voit bien, oui, effectivement, qu'il y a des droites différentes. D'ailleurs, elles l'affirment aujourd'hui hein, par leur division, leur tentative de recoller les morceaux. Mais pour nous, en réalité, bon, certes, De Gaulle a peut-être des aspects bonapartistes par le référendum ou autre, mais le projet de la constitution de la Ve République est tout à fait orléaniste. Alors, au départ, quand j'ai pensé ça en voyant, parce qu'on sait bien que De Gaulle veut marier un pouvoir fort avec des éléments révolutionnaires, donc un peu la monarchie avec la République. Il se disait lui-même parfois, enfin, à prendre avec beaucoup de pincettes, il se disait monarchiste en privé. On sait qu'il a encouragé à un moment Henri d'Orléans à prendre des initiatives ou des responsabilités, même s'il l'a lâché ensuite. Et comment dire, on voit bien donc ce mariage entre une forme de tradition d'un pouvoir fort et la République, donc la révolution institutionnalisée. Mais il se trouve qu'en creusant un peu, pour la conférence que Paul me propose donc de tenir aujourd'hui, je me suis rendu compte que dès le début de la Ve République, dans un texte, alors c'est le numéro 1 d'une revue de politique d'histoire des institutions, qui date de 1959, donc à un moment où enfin, l'élection, je ne sais même pas si l'élection présidentielle de décembre avait eu lieu. En tout cas, la Constitution était connue, parce que je pense que c'est un numéro qui doit dater de novembre ou début décembre 59. Donc Maurice Duverger, qui est un grand constitutionnaliste, un grand auteur de droit français, définit la Constitution de la Ve République comme une constitution orléaniste. Alors, je ne sais pas s'il s'intéresse à ce que dit René Raymond, je ne sais même pas s'il connaît, enfin il doit connaître, mais il n'imagine pas le succès que la théorie des trois droites aura ensuite. Mais en tout cas, lui, il définit ça comme orléaniste parce qu'on voit parfaitement cette espèce de volonté de rappeler un pouvoir fort comme celui de nos rois, tout en le couplant à la Révolution. Voilà, donc ça c'est pour notre période contemporaine. Alors, des gens dont je n'ai pas parlé, mais qui sont pour nous légitimistes, les orléanistes par excellence, sont les partisans de l'Action française. Alors je vais pas revenir sur l'histoire de l'Action française, les idées de Maurras ou autres, qui évidemment ne sont pas orléaniste au sens d'une droite libérale, bien entendu. Alors les membres actuels de l'AF, quand on leur explique qu'ils sont des orléanistes, ont tendance à nous opposer justement la définition de René Raymond. Non, René Raymond a défini
ce que c'était l'orléanisme, et nous, on est plutôt des légitimistes, d'après sa définition. Sauf que le nationalisme étant d'origine révolutionnaire, ça reste une forme de compromis avec la Révolution, qui veut installer malgré tout un pouvoir fort avec un roi à sa tête. Donc on se retrouve encore dans une des formes de l'orléanisme. Et surtout, mais ça j'y viens dans la dernière partie de mes définitions, pour nous, l'orléanisme, c'est ce qu'on peut appeler un dynastisme, c'est le fait de vouloir placer à la tête de l'État un prince issu de la famille d'Orléans, quel qu'il soit d'ailleurs, et donc pas le prince légitime, qui ne peut être que l'aîné des Capétiens, légitime lui-même, issu, enfin, et qui est déterminé par les lois fondamentales. Alors justement, j'en viens à l'orléanisme vu par nous aujourd'hui. Donc déjà, l'orléanisme pour les légitimistes, c'est forcément une idéologie bancale, hein, mal assurée, puisque s'appuyant sur à la fois la tradition et la destruction de la tradition, qui est la Révolution. Donc c'est d'abord un dynastisme. Un dynastisme, un terme qui signifie qu'on a fait un choix dynastique. Ils ont choisi celui qui pourrait être le duc d'Orléans aujourd'hui et qu'ils nomment le comte de Paris. Ils l'ont choisi comme roi possible, sous des prétextes, des arguments que j'étudierai dans la deuxième partie et qui sont mauvais. Alors c'est pour nous aussi, en tant que légitimistes, l'orléanisme, c'est la République, mais autrement. Si on en revient toujours à Lafayette, hein, le duc d'Orléans, c'est la meilleure des républiques. Et bah oui, tout à fait d'accord, c'est tout à fait ça. Et si on s'intéresse aux propos que tiennent les différents princes d'Orléans, euh, eh bien, ils viennent nous le confirmer. Par exemple, Henri d'Orléans, le grand-père, celui qui a été comte de Paris entre 1940 et 1999, donne une interview en 1957 dans Espresso, un journal italien, où il nous dit, alors, je le traduis de l'italien, on peut le traduire par « Je crois être l'homme le plus capable de sauver les valeurs de la République ». On peut le traduire aussi « Je crois être l'homme le plus apte à sauver les idéaux de la République ». Mais enfin, les choses sont dites et elles sont très claires. Ses prédécesseurs, alors pas forcément ceux qui étaient les aînés de la branche, mais des personnalités importantes de la branche d'Orléans, disent quasiment la même chose. Par exemple, le duc d'Aumale, qui a une réputation militaire, mais aussi malheureusement une réputation plus douteuse, nous dit « Dans mes sentiments, dans mon passé, dans mes traditions de famille, je ne trouve rien qui me sépare de la République ». Là, on est dans une circulaire aux électeurs français de 1871. Et puis encore, de nos jours, parce qu'on pourrait nous dire « Oui, mais ça, c'est le passé, il y a eu des erreurs, les princes actuels sont revenus dessus ». De nos jours, Jean-Carl d'Orléans, donc le comte de Paris actuel, nous explique que s'il fallait résumer mon projet, ce serait plutôt la Ve République avec un roi à la place du président, doté d'un réel pouvoir de décision. Donc on voit à nouveau que la Ve République est un véritable idéal orléaniste, mais aussi que dans le système actuel, rien ne dérange véritablement les princes d'Orléans, ce qui les distingue manifestement des princes légitimes qui, eux, toujours refusent ce genre de compromis avec la République et l'affirment même assez régulièrement. Donc, du fait que l'orléanisme soit la République autrement, on peut dire que c'est aussi un piège qui divise et déconsidère le royalisme. Alors, j'utilise le terme royalisme, même si pour moi, les orléanistes ne sont pas
ils sont monarchistes plus que royalistes, mais c'est un autre débat, je vais pas rentrer dans ces définitions-là. Donc j'utilise ce terme de royalisme quand même ici pour que ce soit plus facile d'accès pour tout le monde. Donc il y a un piège qui divise le royalisme parce que bah, effectivement nous sommes divisés entre des gens qui soutiennent les Orléans et les royalistes véritables, comme le disait euh, Hervé Pinotto, les seuls vrais royalistes qui sont les légitimistes. Mais il y a quand même une division avec des gens qui de bonne foi voient dans le prince d'Orléans l'héritier légitime du trône, pas parce qu'ils ont un amour très prononcé pour la Révolution, mais parce qu'ils sont sensibles à divers arguments que j'exposerai ensuite. Donc ça nous divise, mais ça nous déconsidère aussi parce que quand Jean-Carl d'Orléans nous rencontre Emmanuel Macron tout sourire et nous explique qu'il lui donne des conseils et qu'il s'entend très bien avec Brigitte et que finalement la Ve République c'est bien, que s'il était roi à la place du président ce serait très bien aussi et que ça ne changerait pas grand-chose, les gens peuvent se dire à quoi ça sert de mettre un roi sur le trône si c'est pour se retrouver dans la situation bien connue du guépard de Lampedusa, tout changer pour ne rien changer, ça n'aurait pas d'utilité. Donc, beaucoup de gens disent non, un roi pour ça sert à rien. C'est aussi pour ça que nous, au sein d'Action Légitimiste, on essaye de faire porter la voix du prince et de ses prédécesseurs pour que ce soit plus entendu, plus connu, au-delà de notre cercle restreint de légitimistes, afin que les gens puissent voir que le royalisme, ce n'est pas cette compromission orléaniste et que c'est bien autre chose et qu'on a une volonté de changer non seulement le régime, mais aussi ses fondations et donc de faire une véritable contre-révolution. Parce que vous aurez remarqué que je n'ai pas utilisé le terme contre-révolutionnaire depuis le début de mon exposé, mais c'est assez normal puisque un orléaniste n'est jamais contre-révolutionnaire, même si parfois il a des velléités de le croire. Voilà. Donc voilà, quoi je peux conclure ma grande définition assez longue d'ailleurs de l'orléanisme, on peut conclure en disant que c'est une compromission avec la Révolution. Alors, il y a des aspects, d'autres manières de le dire. On peut dire que l'orléanisme, c'est donc la République autrement, le crime qui se donne les oripeaux de la vertu, c'est au royalisme ce que le cancer est à un corps sain. Alors là, vous voyez, on tombe dans les excès que dénonçait tout à l'heure Guy Auger, mais on trouve ce genre de définition. C'est la trahison de la tradition, la trahison de Dieu, du roi, des lois fondamentales et même de la patrie. L'orléanisme n'a pour but que de servir l'intérêt particulier de princes souvent indignes. Alors, souvent, ils ne le sont pas tous, heureusement. Parmi ces princes, le tout premier après Louis-Philippe, celui qui aurait aimé être Philippe VII, on peut remarquer qu'il a fait l'effort, après la mort du comte de Chambord, d'essayer de marier le chambordisme, donc le légitimisme du comte de Chambord, avec le louis-philippisme, c'est-à-dire l'orléanisme de son époque. Bon, ça n'a pas fonctionné. Alors au début, forcément, il a eu des partisans chez les anciens légitimistes, mais c'est rapidement retombé. Son fils, qui se prétendait Philippe VIII, a continué un peu dans la même veine, mais il a fait peu de manifestes, contrairement à son père. Et puis ensuite, disons qu'il a mené une vie, non pas une vie de débauche, enfin, on va pas raconter n'importe quoi, mais une vie problématique sur certains aspects, même pour ses partisans. Vous savez que c'était un grand ami du Kaiser Guillaume II, qu'il a reçu dans son palais de Palerme, en Italie, lors d'une croisière de Guillaume II, où il n'a pas hésité à faire flotter le drapeau impérial allemand sur son palais. Bon, on est en 1912, je crois, ou 1909. Enfin, vraiment, on se pose des questions. Oui, c'est 1912.
Donc on est juste après les tentatives allemandes sur le Maroc français, on est à 2 ans de la Première Guerre mondiale. Le même drapeau flotte sur les tours de la cathédrale de Strasbourg, mais celui qui se prend pour le roi de France accueille notre ennemi mortel comme un grand ami, au point que, alors, au Japon, ça, vous ne devez pas connaître, mais il y a une série de BD qui est sortie en France qui doit s'appeler Jour J, qui c'est un peu enfin, c'est de l'Uchronie en fait. Il change l'histoire et puis voilà, les choses se passent autrement. Donc il y a un tome qui parle de la Première Guerre mondiale et malheureusement la France est vaincue lors de la bataille de la Marne. Et devinez ce qui se passe. Le Kaiser rentre à Paris, il dîne chez Maxime, et un peu plus tard, bah, il met en place un gouvernement fantoche et à la tête de l'État se trouve un nouveau roi, Philippe VIII, le duc d'Orléans. Alors les auteurs sont absolument pas légitimistes, mais ils connaissaient bien leur histoire et ils connaissaient bien les liens douteux que pouvait entretenir ce prince avec nos ennemis. Lien douteux qu'entretiendra aussi d'ailleurs son deuxième successeur, hein, Henri. Si on fait une petite histoire des princes orléanistes rapidement, vous savez qu'Henri d'Orléans a cherché à obtenir une place en allant voir un peu tout le monde. J'ai parlé du général de Gaulle tout à l'heure. On peut dire que c'est la tentative la plus honorable qu'il a faite. On peut avoir enfin, comment dire, penser que De Gaulle a commis d'énormes fautes, hein, en particulier sur l'Algérie française. C'est pas mon propos, ça reste relativement honorable. Le maréchal Pétain aussi, il a essayé de se placer auprès de lui. Moins honorable, il a essayé auprès de Laval. Laval, lui, il l'a un peu renvoyé sur les roses. Euh, en essayant de lui refiler le secrétariat d'État aux réfugiés, en quelque sorte, non, pas aux réfugiés, bien, au ravitaillement, pardon, au ravitaillement, ce que Henri d'Orléans a refusé. Mais un petit peu avant, avec les diplomates allemands qui se trouvaient au Maroc, en particulier à Tanger, hein, qui était une zone internationale, on a des télégrammes qui montrent qu'il a essayé de se placer auprès d'Hitler. Hitler qui en parle d'ailleurs en disant, vous vous rendez compte, lors d'un repas où il parlait beaucoup, vous vous rendez compte, l'héritier des rois de France, se rappelant sans doute que les empereurs germaniques cherchaient parfois à solliciter les voix des rois de France ou de certains princes, il est venu dans le sens inverse, finalement, me solliciter moi pour l'installer sur son trône. Et il termine la phrase, Hitler, en disant quelle indignité. Voilà, c'est ce terme d'indignité qui est attaché toujours à la personne des ducs d'Orléans et à l'idéologie orléaniste. Et même avant Hitler, on a. Alors il se trouve que j'ai un ami qui a fait son doctorat sur les voyages de Français auprès de Mussolini. Les voyages de Français en Italie, en particulier les rendez-vous que Mussolini a pu avoir avec des Français. Donc il a eu accès à l'agenda de Mussolini. On trouve deux rencontres d'Henri d'Orléans avec Mussolini. Une qui, on va dire, s'explique un peu de manière diplomatique. On est au moment euh, du mariage du futur roi Humbert II d'Italie, et il semblerait que le gouvernement de la République ait un peu sollicité Henri d'Orléans pour qu'il essaye de tâter le terrain auprès de Mussolini. Bon, passons. La deuxième, par contre, c'est clairement une tentative pour essayer d'avoir un petit peu d'argent pour financer les mouvements qu'ils soutiennent, et pas l'action française. L'action française essaye aussi de se faire un petit peu financer. C'est Daudet qui rencontre des dirigeants italiens, mais Henri d'Orléans étant en conflit avec l'action française, il cherche plutôt à financer ses projets personnels finalement. Donc voilà, on a un autre prince qui va rencontrer Mussolini, mais lui c'est Louis de Bourbon-Parme, donc il ne nous intéresse pas, et c'est parce qu'il avait des intérêts en Italie qui s'explique en l'occurrence. On ne trouve jamais de prince légitime, même le roi Alphonse XIII, notre roi Alphonse Ier, qui pourtant
mourir à Rome, et son fils, notre Henri VI, qui va y résider un moment, ne ressortent pas de l'agenda de Mussolini malgré tout. Voilà ce que je pouvais dire donc des princes d'Orléans et de leur compromission avec la République et la Révolution. Maintenant, dans le temps qui me reste, et je pensais être plus court sur la définition, mais on va peut-être être plutôt sur les 1h30 que les 1 heure, Paul, mais je vais essayer d'aller vite quand même. Il n'y a aucun souci. Hein. Il n'y a aucun souci, très bien. Donc l'argumentation maintenant et les justifications de l'orléanisme dynastique. Bon, déjà, pour nous, légitimistes, l'orléanisme dynastique, donc le choix d'un prince d'Orléans comme roi, c'est une forme de sentimentalisme, donc quelque chose qu'on essaye d'éviter dans le légitimisme, voire qu'on condamne. Alors c'est un sentimentalisme parce que les gens viennent vers ces princes parce qu'ils ont le sentiment que pour telle ou telle raison, c'est mieux et que c'est eux qui auraient le droit. Alors, le premier argument qu'on va retrouver forcément toujours, c'est l'argument nationaliste. Eux sont français, en plus, ils n'ont jamais cessé d'être français, tandis que vos Bourbons, votre Louis Alfonso, puisqu'ils aiment l'appeler ainsi, et non pas Louis XX ou Louis Alphonse, votre Louis Alfonso est espagnol. Alors déjà, factuellement, c'est faux. Il a la double nationalité. Certes, il est espagnol, mais il est aussi français. Du point de vue et ça, c'est du point de vue du droit républicain. À la limite, ça ne nous intéresse pas. Du point de vue du droit royal français, de toute façon, il est purement français depuis, c'est la 4e génération, notre roi est purement français, puisque comme le rappelle Saint-Simon, le roi est français, ne le fût-il pas né, il le devient aussitôt qu'il devient roi de France. Donc quand Alphonse Ier, Alphonse XIII, Alphonse Ier est devenu roi de France, titulaire en tout cas à la mort de Charles XII, s'il n'était pas français, le point se discute, s'il n'était pas français, il l'est devenu automatiquement en devenant roi. Donc Alphonse Ier est devenu français, ses fils l'étaient aussi de notre point de vue, surtout l'aîné, et dans tous les cas, il me semble, alors ça se passe en 1936, hein, la succession, et je crois que le prince Alphonse, depuis Alphonse II, est né après la mort de Charles XII, donc on peut même dire que lui est né directement français du point de vue de notre droit royal. Et bien sûr, Louis XX de même. Donc déjà, l'argument de la nationalité marche seulement du point de vue républicain, et encore, c'est bancal, puisque depuis 2 générations, les princes ont la double nationalité du point de vue des documents d'identité républicains. Ah, donc passons sur la nationalité. Alors toujours, quand même, sur ce sujet-là, on va nous dire, oui, il est espagnol, il a ses intérêts en Espagne, il vit en Espagne, ses enfants sont nés, alors ils sont nés un peu n'importe où, hein, d'après nos orléanistes. Alors, ils finissent quand même par trouver qu'ils sont nés à New York. Alors forcément, pourquoi New York? On leur explique que c'est parce que la princesse ayant un genre de problème de santé, hein, ils sont suivis par un spécialiste là-bas pour le bien des enfants à naître et de la mère au moment de la naissance. Pourquoi il n'y a pas ce genre de spécialiste en France? Écoutez, je n'en sais rien, mais venant d'avoir un nouveau-né, là, une fille qui a 2 mois et ayant passé quelques heures aux urgences pour elle cette semaine, bon, l'hôpital en France, c'est plus que c'était, hein. Donc peut-être qu'à New York, on trouve ce qu'il faut, et c'est malheureux, mais c'est ainsi. Et de toute façon, pour des affaires privées, finalement, c'est pas à nous de juger du choix du roi. Alors il vit en Espagne, tandis que le comte de Paris vit en France. C'est vrai, mais voyez dans quelles conditions vit le comte de Paris. Là, il est hébergé chez des amis près de Carcassonne. Il est considéré par la justice quasiment comme un squatteur dans l'immeuble qu'il occupait à Dreux, puisqu'il en est en quelque sorte chassé actuellement. Il est obligé
pratiquement quémander auprès des institutions républicaines pour avoir comment dire, un semblant de vie publique. C'est assez triste de voir ça, d'un prince qui reste issu de nos rois. Tandis que Louis de Bourbon, vivant en Espagne, il fait pas de compromis avec notre République. Il fait même pas de compromis avec l'orléanisme au pouvoir là-bas, finalement, puisque la monarchie espagnole, le roi est sans doute très bien, mais on voit bien où tombe le système. Il ne fait pas de compromis avec eux, comme l'a montré son choix de défendre la mémoire de son aïeul maternel, le généralissime Franco. Ce qui a été critiqué par des orléanistes, même des orléanistes de l'Action française qui nous ont expliqué que c'était scandaleux de voir ça, qu'il était d'extrême droite, que ceci ou cela, ce qui est assez amusant venant d'eux, et ce qui est d'autant plus amusant quand on relit des textes de Maurras ou d'Henri Massis sur le Franco, le franquisme. Alors bien sûr, ils vont peut-être nous expliquer qu'ils sont euh, plus proches d'autres personnalités de l'Action française qui ont quitté d'ailleurs l'Action française, en particulier parce qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec le, comment dire, le soutien à Franco. Mais bon, voilà, c'est assez indigne encore comme critique. Donc sur la nationalité du prince et sa résidence espagnole, voilà, c'est le genre de critique que peuvent nous faire les orléanistes. Et toujours donc dans cette vision nationaliste des choses, il faudrait être français, être resté français du point de vue des institutions de la République, en tout cas, pour pouvoir être roi de France, ce qui est assez paradoxal. Mais même là-dessus, eux-mêmes ne sont pas bons, parce que ce qu'ils oublient, c'est que Louis-Philippe, certes, est français. Alors je ne vais pas rentrer dans des détails douteux sur les origines de Louis-Philippe, qui serait pas vraiment le fils de son père, parce que ça, c'est de la légende et c'est assez peu crédible. Ce sont des on-dit et des ragots. Et qu'en fait, on n'a pas besoin de ça pour casser la quasi-légitimité de nos Orléans. Donc Louis-Philippe s'est exilé à un moment de la Révolution où ça devenait un petit peu trop compliqué pour lui. Et il s'est retrouvé à épouser donc une princesse Bourbon toujours, mais des deux Siciles. Et donc son fils aîné, Ferdinand Philippe, dont sont issus les princes d'Orléans actuels, est né là-bas, donc dans le royaume des deux Siciles. Et il se trouve que du coup, il n'est pas né de nationalité. Ça m'embête un peu de dire le mot parce que la nationalité, c'est une idée nouvelle, c'est une idée de la Révolution. Donc forcément, même Louis XIV, on peut dire qu'il n'a jamais été de nationalité française. Il était de naturalité française sans doute, mais pas de nationalité. Le terme n'était pas employé. Et donc notre Ferdinand Philippe, lui, il est né sujet napolitain. C'est rappelé dans des mémoires de l'époque. Bon, c'est pas grave en soi. Pour nous, légitimistes, ça pose aucun problème, hein. Le roi peut parfaitement être né ailleurs et même ne pas être français d'origine, mais pour eux, ça devrait poser problème. Alors, ils trouvent la pirouette du fait de dire oui, mais il était en exil et c'était forcé. Oui, mais j'utiliserai cet argument-là d'une manière beaucoup plus simple en disant que Henri d'Orléans, père de notre Henri d'Orléans, de notre Jean-Carl d'Orléans actuel, est lui-même né en Belgique. Donc, si j'avais voulu utiliser cet argument-là pour casser leur légitimité, je serais parti sur lui. Et certes, il est né en exil. Mais l'exil de Louis-Philippe est très différent de celui des Orléans après 1881 puisque Louis-Philippe, il n'y a pas eu de loi pour le proscrire. Il est parti de lui-même, certes parce qu'il sentait que ça sentait le roussi, donc il avait de bonnes raisons de partir. Mais une fois, je vous ai dit au début, hein, il a tenté d'obtenir des couronnes ailleurs, de s'installer ailleurs. Et
il a tout fait pour s'intégrer finalement au nouveau pays, à ces nouveaux pays d'adoption. Et pour rejeter même quasiment ses qualités de prince. Alors, prince français, c'est un titre qui n'existe pas, prince français. On devrait dire prince du sang de France. Et ça, c'est une qualité qu'il ne pouvait pas rejeter. Par contre, celle d'être un prince et d'être français, il a tenté de mettre ça de côté. On a une belle citation de lui qui nous dit « Je suis anglais avant tout ». Alors là, c'est ce qu'il y a de pire pour un royaliste français, d'avoir un prince de France qui se dit anglais. C'est vraiment très moche. Mais donc oui, son fils naît finalement de nationalité duo-sicilienne. Et ça pourrait nous inciter à leur dire, ben voilà, vous voulez un prince toujours français, vous en avez un qui rejette sa francité en quelque sorte, et un autre qui n'est pas né français, qui l'est devenu seulement, et qui l'est devenu par la grâce des rois légitimes et de la restauration légitime en 1814-1815. C'est un petit peu fort ensuite de reprocher à ceux qui ne sont pas en France de ne pas d'être né à l'étranger. Alors je rappelle par ailleurs qu'à la même époque, le duc de Berry cherche aussi une épouse et qu'il a été possiblement question qu'il épouse celle qui épousera justement Louis-Philippe, Marie-Amélie donc, ou sa sœur. Et on a une belle lettre de Louis XVIII à Charles, son frère, où Louis XVIII est, disons, peu sympathique pour le physique des demoiselles en question, surtout de la sœur de Marie-Amélie, et où il explique que, bon, certes, pour le moment, Charles Ferdinand va peut-être rester, s'il épouse en tout cas, c'est une de ses princesses, il restera peut-être dans le royaume des deux Siciles, mais qu'il serait bon qu'il vienne s'installer auprès de lui. Alors je crois qu'il est à Mitao à ce moment-là, donc en Livonie, en Estonie actuelle. Et que de toute façon, en cas de restauration, il faudra venir auprès de lui, non pas parce que le fait de résider dans le royaume des deux Siciles lui retirait ses droits, mais parce qu'il dit, en toutes lettres, hein, dans son texte, qu'il serait impolitique de laisser provigner une branche cadette à l'étranger. Donc, ce qui veut dire ce serait une mauvaise politique de laisser se développer une branche cadette des Bourbons, donc celle des Berry, hein, qui aurait pu apparaître de cette manière-là, dans un autre royaume, parce que, oui, ça pourrait être problématique pour des raisons diplomatiques, pour des raisons même de guerre, hein, pourquoi pas, que pourrait faire ce prince résidant à l'étranger au roi légitime. Et puis en cas de succession, oui, c'est problématique aussi parce que il faut faire venir le roi de loin et il est mieux qu'il soit en France. Mais en France, sous une monarchie légitime, pas en France sous une république. Donc au passage, Louis XVIII détruit l'argument orléaniste qui voudrait qu'un prince qui aurait établi ses intérêts à l'étranger perde son droit à la couronne de France. Donc ça, c'est l'autre argument orléaniste détestable, euh, le fait qu'un prince pourrait choisir de renoncer ou à la couronne de France, ou que tout simplement par son mode de vie, c'est-à-dire le fait qu'il vive à l'étranger en particulier et que ses intérêts y soient, il perdrait ce droit. Donc on est toujours dans le problème de nationalité. Donc ça, c'est absolument impossible. Donc ça nous amène à l'argument des renonciations d'Utrecht. Alors, renonciations qui existent, hein. Effectivement, Philippe d'Anjou, pour devenir roi d'Espagne, enfin, il était déjà roi d'Espagne, mais pour conserver sa couronne, a renoncé au trône de France pour lui et ses successeurs. Il l'a fait en jurant même sur les évangiles, ce qui est une grande affaire pour beaucoup d'orléanistes, disons, honnêtes et particulièrement religieux. Pour eux, ayant renoncé sur les évangiles, ses descendants ont vraiment perdu leurs droits. Sauf que ils oublient un certain nombre de principes, un principe de droit canonique en particulier. C'est, alors, par exemple, vous avez
Grégoire IX, hein, dans son registre canonique, qui nous dit « Celui qui par crainte fait une chose autrement qu'il ne doit n'est pas regardé comme le faisant ». On peut clairement dire que Louis XIV, en encourageant Philippe à jurer, et Philippe, en jurant ses renonciations, ont fait ça par crainte de la menace anglaise qui voulait continuer la guerre au cas où la renonciation n'était pas faite. Ensuite, toujours au Moyen-Âge, hein, on a un Boniface VIII, alors qui pose problème à nous royalistes, on sait bien pourquoi, mais pareil, dans un registre de droit canonique qui nous dit « Dans les promesses coupables, on ne doit pas tenir parole ». C'est-à-dire qu'on n'est pas tenu de respecter sa parole lorsqu'on a promis quelque chose qui va à l'encontre des lois ou de la morale. Et il se trouve que clairement, les renonciations d'Utrecht vont à l'encontre des lois fondamentales qui, pour les Français, ont été instituées par Dieu, donc qui sont la volonté de Dieu. Est-ce que le simple fait qu'un homme jure sur les évangiles lui permet de se sortir de ce qui a été déterminé par Dieu à travers les lois fondamentales? On peut quand même largement en douter. Sinon, il serait facile d'échapper à ses devoirs ou à bien des choses de cette manière-là. Donc les orléanistes oublient que finalement, les renonciations ont été faites pour maintenir la paix, que des renonciations de ce genre, il en avait déjà existé et qu'il en a existé encore après, et qui n'ont jamais été respectées. D'ailleurs, si Philippe d'Anjou devient roi d'Espagne, c'est bien parce qu'on marche sur les renonciations de sa grand-mère, Marie-Thérèse, et de son arrière-grand-mère, Anne d'Autriche, qui ont juré quasiment dans les mêmes termes et dans les mêmes formes de renoncer pour elle et leur descendance au trône d'Espagne. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est bien en vertu du fait qu'ils descendent de Marie-Thérèse d'Autriche que les Bourbons sont sur le trône d'Espagne. Vous voyez, l'argument des renonciations est totalement invalide du point de vue du droit des lois fondamentales où on ne peut pas renoncer à la couronne, on ne peut ni renoncer ni abdiquer. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'abdication valable, en tout cas, dans l'histoire monarchique française. Les deux seules tentatives, c'était François Ier lorsqu'il était prisonnier à Madrid, qui a tenté d'abdiquer pour dire à cela, voilà, votre prisonnier n'a plus de valeur puisque je ne suis plus le roi de France. Mais quand sa proposition a été reçue au Parlement de Paris, on lui a fait comprendre que c'était impossible et que ça ne pouvait pas marcher parce que ce genre de choses n'existait pas en France. Donc il n'a pas abdiqué. Puis la deuxième abdication, bien sûr, c'est celle de Charles X, le 2 août 1830, sauf qu'il a signé le papier, il a eu la volonté de le faire pour sauver le régime et faire en sorte qu'Henri V soit proclamé roi, mais finalement, personne n'a enregistré cette abdication. Elle est restée flottante et le fait que la Révolution finalement ait triomphé et installé Louis-Philippe fait que cette renonciation-là non plus n'a jamais été réellement mise en œuvre. Et quand Louis XIX deviendra roi titulaire en 1836, il reviendra largement sur ce texte qu'il a co-signé en disant que c'était hors de la capacité d'un prince du sang, même pas d'un roi de France, mais hors de la capacité d'un prince du sang de renoncer. Donc les renonciations, on peut les évacuer comme argument orléaniste pour justifier l'accession d'un prince d'Orléans au trône, elles sont mauvaises. Alors ils nous disent aussi que c'est le choix de Louis XIV. Le roi a décidé d'éloigner son petit-fils, de faire passer à une branche suivante. Le roi a décidé, le roi est tout puissant puisqu'il est absolu, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est ignorer totalement la tradition monarchique française et le fait que les lois fondamentales s'imposent au roi, qui est dans l'heureuse impuissance, comme le dira Louis XV dans un texte, dans plusieurs textes d'ailleurs, mais le premier étant daté de 1717, est dans l'heureuse impuissance de porter atteinte aux lois fondamentales de son royaume. Donc non, c'est pas parce que Louis XIV a encouragé son petit-fils à renoncer que ça aurait une valeur quelconque. Dans le même ordre d'idées, il nous explique que Henri V a choisi
les Orléans pour lui succéder. Alors, même si c'était vrai, il n'avait pas ce pouvoir, puisque le roi ne peut pas choisir son successeur, sinon on a des exemples où les rois se seraient peut-être passés du successeur qu'ils ont eu, mais ils ont fait avec. Donc le roi ne peut pas choisir. Le roi titulaire non plus. Donc dire que un roi aurait choisi un autre pour lui succéder est totalement hors de portée des pouvoirs qu'avaient les rois de France. Et de toute façon, c'est faux, puisque c'est comment dire, c'est un arrangement avec la réalité. Les orléanistes proposant une version caviardée, bien découpée d'une interview d'Henri V pour essayer de justifier leur, comment dire, cette histoire de choix qu'on ne retrouve nulle part et qui est dénoncée par que ce soit les princes, comment dire, les princes Bourbons d'Espagne, les princes Bourbons de Parme, mais aussi par le demi-frère d'Henri V. Vous savez que le duc de Berry a eu des enfants illégitimes, et donc l'un d'eux, qui était assez proche de son demi-frère, réaffirme que non, jamais il n'a choisi les Orléans pour lui succéder. Et on a plusieurs exemples d'ailleurs de proches d'Henri V, le révérend père Boll en particulier, qui rappelle qu'Henri V, même s'il ne le dit jamais officiellement, ne considère pas que les Orléans soient légitimes pour venir après lui. Alors, les arguments donc sont faux. Ils sont erronés en tout cas. On pourrait même aller jusqu'à penser que les orléanistes là-dessus sont honnêtes. Ils se trompent d'interprétation, ils connaissent mal les sources. Bon, pourquoi pas? On peut leur laisser ce bénéfice du doute. Mais ce qui est plus problématique, c'est que souvent, dans les ouvrages orléanistes ou sur leur site internet, on va trouver des arguments totalement mensongers. Par exemple, alors c'est quelque chose qui est très ancien. Déjà en son temps, le régent avait fait faire un ouvrage par un abbé Poisson. Il lui avait fait un ouvrage pour soutenir ses droits à lui et détruire ceux des Bourbons d'Espagne, au cas où le petit Louis XV viendrait à mourir prématurément. Donc cet abbé Poisson nous a fait un ouvrage totalement mensonger du point de vue du droit. Il n'y en a eu que 2 exemplaires. Il y en a un qui est conservé aux archives d'Alcalá de Henares et l'autre qui est perdu. Donc c'est un manuscrit, mais on en connaît un petit peu le contenu et bon, on sait que rien ne va dedans. Et il se trouve que parmi ceux qui se sont intéressés à ce texte, comment dire, il y a un historien orléaniste très important qui a écrit sur la cour de Philippe V, c'est le cardinal Alfred Baudrillard. Donc il a écrit Philippe V et la cour de France d'après les documents inédits tirés des archives espagnoles de Simancas et d'Alcalá de Henares. Donc forcément, lui a vu ce texte qui l'a intéressé. Et dans plusieurs articles, avant de publier sa thèse donc, sur Philippe V, il a rédigé plusieurs articles où il fait des citations du texte de l'abbé Poisson. Et il se trouve qu'il y a une coquille dans un de ces articles de journaux. Il y a 2 textes qui sont cités. L'un de Charles Dumoulin, c'est un juriste français, un grand juriste du XVIIe siècle, et un autre, qui vient de l'abbé Poisson. Et la coquille, c'est que le numéro de note pour donner l'origine du texte est mauvaise et attribue à Charles Dumoulin les propos de l'abbé Poisson. Alors Charles Dumoulin il dit quelque chose de tout à fait banal,
sur les lois fondamentales, quelque chose de tout à fait correct. Et le texte de l'abbé Poisson est même pas cité d'ailleurs. C'est Baudrillard qui en fait comment dire, un commentaire où le propos est très orléaniste, où ça explique que oui, on peut renoncer et qu'un roi, enfin un prince français devenu étranger pourrait pas régner en France, donc il soutient les arguments orléanistes. Mais du coup, la note donne à cet argument orléaniste l'autorité de Charles Dumoulin. Et on va donc trouver dans des tas d'ouvrages orléanistes, pourtant écrits par des avocats ou des pseudo-juristes, je dis pseudo-juristes parce qu'ils ne sont jamais spécialistes des lois fondamentales, ce sont souvent des gens qui sont notaires ou avocats pénalistes, mais qui ne sont pas du tout spécialistes des lois fondamentales du royaume, toutes ces choses-là. Et ils vont reciter ce texte en l'attribuant à Charles Dumoulin en disant, vous voyez, dès le XVIIe siècle, on affirmait que les arguments orléanistes, finalement, sont les bons. Et personne ne s'était jamais rendu compte de ça, visiblement. Les auteurs orléanistes, en réalité, se copient les uns les autres, donc ils ne remontaient jamais à la source. Il se trouve que moi, je suis remonté à la source, et c'est comme ça que j'ai trouvé la coquille, qui est corrigée d'ailleurs quelques mois ou quelques années plus tard dans une réédition augmentée du même article, toujours par le cardinal Baudrillard, et là, les notes sont bien positionnées, il n'y a plus de coquilles. Mais cette publication-là est ignorée des auteurs orléanistes. Donc on a comme ça, oui, des arguments finalement mensongers. On attribue une fausse citation à un auteur pour justifier l'argumentaire orléaniste. Ou alors on va attribuer, comment dire, des idées du même genre, finalement, à d'autres auteurs, ou ignorer sciemment les parties de texte qui vont à l'encontre comment dire, de leurs idées. Vous allez aussi avoir le fameux problème de ce que c'est qu'un prince étranger. Les orléanistes mettent en avant l'arrêt Lemestre de 1593, qui déclare que la couronne de France ne saurait tomber aux mains d'un prince étranger, voilà. Et il nous explique, bah oui, bah ils sont espagnols, donc ils sont étrangers. Oui, mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Un prince étranger, et c'est clairement dit dans le texte de l'arrêt Lemestre, un prince étranger, c'est toujours, ça peut être un Français. Les Guises, par exemple, qui sont français à ce moment-là, mais même les ducs de Rohan ou d'autres, tout à fait français, sont des princes étrangers, mais parce qu'ils sont étrangers au sang de France, ils sont étrangers au sang de Saint-Louis, ils ne sont pas capétiens. C'est ça un prince étranger. Mais il tire la définition de toutes les façons possibles pour essayer d'y faire tomber un prince capétien qui vivrait à l'étranger. Alors, bien entendu, ça ne marche pas, et même chez eux, vous allez avoir comment dire, des soucis doctrinaux, on va dire, de ce côté-là. Je vais vous retrouver une citation qui vient confirmer ce genre de choses. Voilà, c'est d'un héraldiste bien connu, Jouglan Morena, qui donc fait un grand armorial de l'Europe et de la France, et qui nous dit, bon, la branche d'Espagne ayant solennellement renoncé en 1713 à tous ses droits sur la couronne de France, est devenue par ce fait espagnole et ne devrait pas figurer dans cet ouvrage. Les princes issus du tronc capétien, titulaires de royaumes étrangers que nous avons rapportés, avaient toujours conservé leur qualité de princes français. Et donc, il essaye de justifier l'élimination des princes espagnols, mais il nous explique que finalement, les princes français, alors donc il la justifie par les renonciations d'Utrecht, hein, donc je ne reviens pas là-dessus, mais les princes français qui seraient allés régner ailleurs, donc il cite les Courtonnais, les Angevins de Naples, de Hongrie, de Pologne, n'ont pas subi de vice de pérégrinité. Donc cette histoire de vice de pérégrinité n'existe pas de toute façon, mais même pour les orléanistes, c'est compliqué, ils essayent d'utiliser l'argument, et parfois, dans certaines sources, eh bien, ils le retirent, cet argument.
Voilà. Voilà, donc ce qu'on peut, je ne vais pas vous assommer d'arguments orléanistes supplémentaires, mais ce qu'on peut conclure, c'est que ces arguments orléanistes, ils se fondent donc sur le sentimentalisme, l'envie d'avoir un roi qui vit près de chez soi. Ça se fonde aussi sur le manque d'humilité et l'hubris. On veut imposer son choix contre le choix manifeste de Dieu. Et donc, ça s'appuie sur un manque d'humilité tout à fait contraire au bien commun. Les orléanistes ayant pourtant un journal actuellement qui s'appelle Le Bien commun, mais qui est bien mal choisi, parce que toujours en essayant de se trouver soit un prince, soit un système politique, en faisant eux-mêmes des propositions qui clairement vont à l'encontre de la tradition, il manque de l'humilité qui est nécessaire aux légitimistes et que nous, au CAL, on essaye de promouvoir dans comment dire, nos idées et nos propositions. Euh, voilà, je pense que j'ai terminé.